Chers étudiants, bonjour. Durant la séance précédente, nous avons présenté le processus d'exécution des dépenses publiques, processus dans lequel nous avons introduit quelques éléments du contrôle de l'exécution de la loi de finances. Nous avons dit que l'opération d'engagement est soumise à un contrôle de régularité et que l'opération de paiement est assujettie à un contrôle de validité. Nous avons dit aussi que l'exécution des dépenses publiques passe par 4 étapes principales. D'une manière générale, l'exécution du budget est soumise à une série de contrôles complémentaires, dont l'exercice est confié à des organes différents quant à leur appartenance administrative ou politique, mais qui se rejoignent dans leur indépendance vis-à-vis des entités chargées de cette exécution. Donc, il y a des entités qui interviennent dans ce contrôle. Ce sont des entités différentes. Ce sont des entités qui se rejoignent par leur indépendance vis-à-vis de l'organe exécutif, vis-à-vis des autorités chargées d'exécuter les lois de finances. Alors quel est l'objectif à travers ce contrôle de l'exécution de la loi de finances? L'objectif réside dans la détermination, donc une détermination à veiller à une saine gestion des deniers publics et à faire échec aux manœuvres frauduleuses dont ils pourraient faire l'objet. Donc, il faut barrer la route à toute activité frauduleuse, à toute manœuvre frauduleuse. Il s'agit de permettre une gestion saine de l'argent public. Le contrôle est un élément central dans le processus budgétaire. C'est un élément central dans la bonne gouvernance des finances publiques. La question à laquelle on va d'abord répondre est la suivante. Il y a une question première qu'il faut poser et pour laquelle il faut apporter des réponses. Quel est le cadre du contrôle de l'exécution de la loi de finances? C'est une question primordiale. Quel est le cadre? Dans quel cadre s'inscrit le contrôle de l'exécution des lois de finances? Le contrôle de l'exécution des lois de finances s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance de la gestion publique dès la première séance. S'il y a un mot d'ordre, c'est bien celui de la bonne gouvernance des finances publiques. Alors, ce contrôle vise quoi? C'est la deuxième question. Donc le cadre, c'est la bonne gouvernance, mais quelle est la finalité? Alors, 3 finalités, à mon sens. Première finalité, améliorer la performance de la gestion des dépenses de l'État, la performance et les bons résultats. Deuxième finalité, réduire les coûts globaux. Il faut produire le service public au moindre coût. Je vous renvoie à la première séance de ce module. Troisième finalité, le contrôle vise à responsabiliser davantage les gestionnaires, en particulier les ordonnateurs et les comptables. Responsabiliser parce que ils savent d'avance, les ordonnateurs et les comptables, ces autorités qui sont chargées d'exécuter les lois de finances, d'exécuter les dépenses et les recettes, savent d'avance qu'ils vont faire l'objet d'un contrôle. Alors quelle est la démarche à adopter? Et c'est la troisième question. Première question, le cadre. Deuxième question, le but. Troisième question, la démarche. Quelle est la démarche adoptée en matière de contrôle des finances publiques? La démarche adoptée est celle œuvrant
pour la modernisation et le renforcement de l'efficience financière. Donc on cherche à moderniser même l'État. S'il y a un bon contrôle, un bon système de contrôle, c'est un tremplin vers la modernisation de l'État. Et donc, la modernisation si vous voulez, de l'appareil étatique et donc l'amélioration de la qualité du service public. Alors, ces précisions étant faites, nous convenons qu'il y a un contrôle. Mais ce contrôle revêt globalement deux formes principales. Lorsqu'on parle de contrôle des finances publiques, contrôle d'exécution de la loi de finances, il y a deux formes. Il y a le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. C'est les deux principales formes, auxquelles on ajoute une troisième, c'est le contrôle parlementaire, donc qui est un contrôle particulier. On va le voir. Donc finalement, il y a deux formes principales auxquelles on ajoute le contrôle parlementaire. Donc on va parler de trois types de contrôle. Le contrôle a priori, le contrôle a posteriori et le contrôle parlementaire. On va commencer par le contrôle a priori. Contrôle préalable. Nous l'avons déjà introduit lors de l'exécution, lors de la présentation de l'exécution des dépenses publiques. Nous avons dit que ce contrôle s'effectue à deux niveaux. Au niveau de l'ordonnateur et au niveau du comptable. Alors, rappelons-nous que nous avons parlé des différentes étapes d'exécution des dépenses publiques. Il y a le contrôle et il y a l'engagement. Et donc il y a le contrôle de l'engagement. Nous avons dit qu'il y a le contrôle de régularité. Lorsqu'il y a engagement, c'est-à-dire la constatation création d'une créance, le comptable public intervient pour contrôler la régularité. Il s'agit de vérifier la régularité de la dépense et vérifier sa bonne imputation. Donc, le contrôle commence dès la première étape d'exécution des dépenses publiques. Alors, ce contrôle de régularité vise à s'assurer de plusieurs choses. De l'inscription de la dépense au budget, de la disponibilité des crédits, nous l'avons déjà dit, de l'exactitude de l'imputation budgétaire et de la régularité de la dépense vis-à-vis de la législation en vigueur. On passe au peigne fin l'opération d'engagement. Donc, dans le cadre du contrôle. Mais aussi, en concernant le contrôle a priori, il y a le contrôle du paiement. On a dit qu'il y a le contrôle de l'engagement, mais aussi le contrôle du paiement. C'est un contrôle de validité. En quoi il consiste? Il s'agit de vérifier l'exactitude des calculs, de la liquidation des dépenses et du caractère libératoire du règlement. Donc bien sûr il s'agit de vérifier l'exactitude des calculs en matière de paiement. Donc le contrôle a priori est déjà là. Ce dispositif est complété par un contrôle interne mis en place par l'ordonnateur pour vérifier la régularité, la validité, le service fait et la réception. Le service fait à la réception. On va vérifier est-ce que le service a été fait, par exemple, la construction d'un bâtiment, la fourniture de matériel de bureau, etc. On va vérifier aussi que ces services ont été bien reçus, comme souligné précédemment. Donc voilà pour le contrôle a priori en matière d'exécution de la loi de finances, l'exécution par exemple des dépenses publiques. Il y a aussi le contrôle a posteriori. C'est la deuxième forme. Par la suite, on passera au contrôle parlementaire. Alors, le contrôle a posteriori est effectué aussi, par deux organes très importants
très très important. D'abord, il y a le contrôle de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, et puis vous avez le contrôle de la Cour des comptes. Le contrôle de la Cour des comptes. Comme son nom l'indique, il y a la Cour qui concerne les comptes. Alors on va commencer par le contrôle effectué par l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Vous savez, il faut le savoir aussi, bon, il faut le dire, l'Inspection Générale des Finances est organisée par une loi. C'est la loi du 14 avril 1960. En vertu de cette loi, la loi qui organise l'Inspection Générale des Finances au Maroc, en vertu de cette loi, le contrôle de l'IGF s'exerce sur les services comptables et les comptables publics relevants. Donc, l'IGF contrôle quoi? Les services comptables et les comptables publics qui relèvent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, mais aussi, il s'exerce sur les comptes tenus dans les registres comptables des ordonnateurs et de l'ensemble des administrateurs. Donc c'est un corps de contrôle avec une compétence très large, avec des compétences très très vastes. Donc pour garantir, comme on l'a dit tout à l'heure, la bonne utilisation des ressources. Donc le champ de compétences de l'Inspection Générale des Finances se caractérise par deux traits exclusifs qui ne se retrouvent pas dans les autres organes de contrôle. Donc il y a deux traits exclusifs à retenir concernant le contrôle effectué par l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Le premier trait de cette compétence est que les compétences de l'IGF ont un caractère universel. Universel. C'est-à-dire que leur champ d'intervention porte sur l'ensemble des ordonnateurs, l'ensemble des comptables publics et même des associations bénéficiant de concours financiers de l'État. Donc, c'est une compétence à caractère universel. Tous les ordonnateurs, tous les comptables publics, et toutes les associations qui reçoivent appui financier de l'État. Ça, c'est le premier caractère exclusif, caractère universel. Deuxième caractère, c'est le caractère horizontal. Horizontal, car leurs compétences s'étendent à l'activité de l'ensemble des services publics, contrairement bien sûr aux inspections générales des ministères. Il y a les inspections générales des ministères, les IGM, qui constituent des organes de contrôle internes dont l'action est circonscrite aux services relevant de leur ministère, alors que l'inspection générale des finances a une compétence à caractère horizontal, dans la mesure où leur fonction s'étend à l'activité de l'ensemble des services publics. Donc, deux caractères exclusifs, une compétence à caractère ou des compétences à caractère universel et des compétences à caractère horizontal. Il y a une remarque à faire. Les interventions de l'IGF ne se limitent pas au contrôle de la seule régularité des dépenses, mais portent également sur l'appréciation de l'opportunité des programmes d'action, de l'organisation et du fonctionnement des services publics. Ces interventions portent également sur les stratégies adoptées et les performances réalisées. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des compétences très larges. Ce n'est pas seulement la régularité des dépenses, le respect des règlements, c'est pas ça uniquement. C'est aussi des appréciations qui touchent l'opportunité des programmes, l'organisation, le fonctionnement du service en question, qui est sujet du contrôle et de l'inspection, des stratégies adoptées, même des performances réalisées. Donc, les interventions de l'IGF se caractérisent par, premièrement, un contrôle a posteriori, dans la mesure où l'IGF intervient après la réalisation des opérations financières et comptables. Donc,
pour s'assurer de la sincérité des écritures des ordonnateurs et des comptables publics. Donc voilà un des traits caractéristiques du contrôle exercé par l'inspection générale des finances. Donc c'est un contrôle aussi sélectif. Et sélectif dans la mesure où les ressources humaines dont dispose l'IGF sont limitées. Par conséquent, donc l'IGF ne peut pas exercer un contrôle systématique sur l'ensemble des responsables. Donc on va sélectionner les services pour lesquels on va faire le contrôle. Troisième trait, le contrôle exercé par l'IGF est un contrôle préventif. Préventif. Dans la mesure où ce contrôle contribue à l'amélioration des modes de gestion à travers les observations et constatations formulées. L'inspection générale des finances, dans un souci préventif, peut formuler des observations, même des constatations, pour éviter la répétition des erreurs, pour contribuer à la diffusion de la culture de la rationalisation, de la rigueur de la gestion publique. Quatrième trait, le contrôle exercé par l'IGF, c'est un contrôle disciplinaire. Donc dans la mesure où ça peut déboucher sur des sanctions. C'est un contrôle disciplinaire. Donc ça peut déboucher sur des sanctions de ceux qui ont violé la loi. Cinquième trait caractéristique, c'est un contrôle ouvert. Ouvert dans la mesure où les rapports sont communiqués dans leur première version aux responsables afin de leur donner l'occasion de formuler leurs observations. Donc on leur dit, voilà, les constats qu'on a faits, il faut donc répondre. Donc c'est un contrôle ouvert. On donne l'occasion aux responsables pour formuler leurs observations avant d'établir le rapport final. Donc voilà l'IGF qui intervient en matière de contrôle a posteriori. IGF qui a, l'inspection générale des finances, qui a des compétences très, très vastes, mais qui présente des traits caractéristiques, des traits très, très intéressants, très importants. Deuxième contrôle a posteriori, il est effectué par la Cour des comptes. Alors la Cour des comptes a été citée dans la Constitution, l'article 147, 148 et 149. Et même la loi formant code des juridictions financières, la loi 62-99. Alors, en vertu de la Constitution et de cette loi 62-99 formant code des juridictions financières, la Cour des comptes s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes publics et apprécie même leur gestion, premièrement, sanctionne, et c'est deuxièmement, le cas échéant, sanctionne les manquements aux règles qui régissent les dites opérations. Donc il y a même le volet sanctions, il y a le volet contrôle de régularité, mais troisièmement, c'est aussi important de le dire, assiste le Parlement et le gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi. Donc il y a une assistance en faveur à la fois du Parlement et du gouvernement. Donc le rôle est central. Le rôle de la Cour des comptes en la matière est central. Et quatrièmement, la Cour des comptes rend compte à Sa Majesté le Roi de l'ensemble de ses activités. Donc un rapport annuel est présenté à Sa Majesté le Roi par le premier président de la Cour des comptes, dans lequel elle donc présente l'ensemble de ses activités, les activités de contrôle. Alors, que dit la Constitution? On va citer l'article 147 de la Constitution. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume. C'est l'instance suprême en matière de contrôle des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie par la Constitution. Nous l'avons déjà dit. Les organes de contrôle sont marqués par leur indépendance vis-à-vis des organes chargés de l'exécution des lois de finances. Donc c'est un organe indépendant. Et donc cette indépendance est garantie par
la Constitution. Donc ceci étant fait, donc ces précisions étant faites, quelles sont les attributions juridictionnelles en matière de contrôle de l'exécution de la loi de finances? Les attributions juridictionnelles de la Cour des comptes. Selon les dispositions du Code des juridictions financières, la Cour des comptes vérifie, instruit et juge les comptes des services de l'État ainsi que ceux des entreprises et établissements publics dotés d'un comptable public. Donc, la Cour des comptes vérifie, instruit et juge les comptes. Elle exerce aussi une fonction juridictionnelle en matière de gestion de faits et de discipline budgétaire et financière. Donc, on va exposer le volet vérification, instruction et jugement des comptes. Donc, il y a la vérification. La Cour des comptes vérifie les comptes. Pourquoi? Pour appréhender la responsabilité des différents intervenants dans l'exécution des opérations financières publiques. Qui sont responsables? Les responsables sont les ordonnateurs, les contrôleurs et les comptables. Donc, elle vérifie les comptes, c'est-à-dire appréhende la responsabilité de tous ceux qui interviennent en matière d'exécution des lois de finances. Il y a aussi l'instruction des comptes. Donc l'instruction des comptes signifie que la Cour des comptes peut exiger de l'ordonnateur, du contrôleur et du comptable public ou de tout autre responsable toute précision ou justification qu'il juge nécessaire. Donc, il peut demander à chacun de ses responsables des justificatifs. Il peut effectuer sur place toutes les investigations qu'il estime nécessaires à la réalisation de sa mission. Il se rend même sur place, au département qu'il va contrôler. Donc, il instruit les comptes. Il y a une instruction des comptes, c'est-à-dire qu'il peut exiger des justificatifs, il peut effectuer sur place toutes les investigations qu'il juge nécessaires pour accomplir sa mission. Donc il y a la vérification, il y a l'instruction, mais aussi il y a le jugement des comptes. Jugement des comptes. Juger les comptes, cette procédure se distingue par les caractéristiques suivantes. C'est une procédure inquisitoire. Inquisitoire. C'est-à-dire que c'est le juge qui initie et conduit l'instance. C'est-à-dire, c'est lui qui va prendre l'initiative, qui initie et conduit l'instance, qui va choisir un service, un département, une administration pour juger les comptes. Alors, le jugement des comptes, c'est aussi une procédure écrite et contradictoire. Le juge communique par écrit ses observations. C'est troisièmement une procédure non publique. Les séances de jugement se déroulent à huis clos. Donc c'est non public, c'est pas ouvert au public. C'est pas comme les tribunaux, tribunaux de première instance, etc. Le comptable peut ainsi être mis en DB. Il peut être mis en DB, c'est-à-dire en dette ou en obligation, lorsque, il y a absence de justification du service fait, c'est-à-dire c'est lui qui va payer. C'est lui qui va payer. Donc s'il engage une dépense qui n'est pas conforme à la loi, il est mis en DB. Il est mis en DB, il va payer. Il va être mis en dette. Lorsqu'il y a absence de justificatif, lorsqu'il y a inexactitude des calculs de liquidation, lorsqu'il y a absence de visa préalable, lorsqu'il y a absence de diligence, c'est-à-dire de précaution et d'attention que le comptable doit accomplir en matière de recouvrement des recettes. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Les responsables de l'exécution des dépenses publiques, des lois de finances, doivent prendre toutes les précautions, doivent prêter attention à tous les détails pour ne pas être en situation de violation de la loi. Donc, après la vérification, l'instruction et le jugement des comptes, il y a aussi, entre autres, la discipline budgétaire et financière. C'est une démission de la Cour des comptes. En matière de discipline budgétaire et financière, la Cour fonctionne comme une cour de justice. Donc on va discipliner ceux qui ont violé la loi, qui n'ont pas respecté le règlement. Alors, bien sûr, dans cette mission de discipline,
ne relèvent pas de la compétence de la Cour en matière de discipline budgétaire et financière, les membres du gouvernement et les membres des deux chambres du Parlement lorsqu'ils agissent en qualité. En conclusion, alors, la Cour des comptes, en tant qu'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume, a pour mission 1. La protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes, premièrement. Première mission, c'est de protéger les principes et valeurs de bonne gouvernance et de transparence et de reddition des comptes. 2. Donc, d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution de la loi de finances, donc à travers un ensemble de procédures. Mais dans le suivi annuel de l'exécution de la loi de finances et de veille sur la soutenabilité des finances publiques, la Cour des comptes publie un rapport sur le dernier exercice budgétaire clos en vue d'aider les pouvoirs publics à améliorer la programmation, la prévision et l'exécution budgétaire pour l'exercice en préparation. Donc il y a d'abord une mission de contrôle des principes et valeurs de bonne gouvernance, de contrôle de l'exécution de la loi de finances, mais aussi de suivi annuel de l'exécution de ces lois de finances. Donc le rapport sur le dernier exercice budgétaire clos joue un rôle central aussi. Il permet d'enrichir le débat engagé par les parties prenantes sur l'adoption de la loi de finances. Il ne remplace pas le projet de loi de règlement. Donc, la loi de règlement, c'est une procédure, la loi de règlement suit une procédure particulière que nous avons déjà examinée lors de la présentation de la notion de loi de finances. Donc, il y a le contrôle a priori, le contrôle a posteriori à travers l'IGF et la Cour des comptes, mais aussi le contrôle parlementaire. Le contrôle effectué par le Parlement, à travers ces deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Le Parlement, en tant qu'expression de la volonté populaire et de porte-parole de la population, veille à ce que la politique du gouvernement issue de sa majorité, 1. reflète les objectifs et les ambitions du corps électoral, parce que le Parlement représente la population, les citoyens. Donc il faut que ça reflète les objectifs, les ambitions, les attentes des citoyens. Et 2, il faut que cette politique se traduise par des réalisations concrètes. Il ne s'agit pas de dire, il est également question de faire, et donc de réaliser concrètement les choix de la nation. Alors, voilà pour le Parlement. Qu'en est-il du contrôle parlementaire? Le contrôle parlementaire est une action permanente et répétitive. Il n'est pas provisoire, mais il est permanente. Et il se répète. Elle est permanente, répétitive. C'est une action qui précède ou accompagne l'exécution des lois de finances. Donc, qui précède ou accompagne l'exécution des lois de finances, comme c'est le cas pour le vote de la loi de finances. Dans le vote, il y a un contrôle, y compris la loi de règlement. On avait dit que la loi de règlement est une loi qui constate l'exécution de la loi de finances. Donc, le contrôle parlementaire est une action qui précède ou accompagne l'exécution des lois de finances. À travers le vote de la loi de finances, y compris la loi de règlement, ce n'est pas la peine de revenir à la loi de règlement, c'est l'article 64, c'est une loi qui constate et arrête le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses dans les ordonnances sans viser. Alors, le contrôle se fait à travers le vote de la loi de finances et de la loi de règlement, mais aussi à travers les questions écrites et orales soumises au gouvernement et auxquelles le gouvernement est tenu de répondre. C'est bien donc que les médias marocains transmettent en direct les séances tenues par le Parlement, les séances plénières, aussi bien
pour la Chambre des représentants que pour la Chambre des conseillers, dans lesquels les parlementaires qui représentent les citoyens posent leurs questions, qui peuvent être soit des questions écrites et ou orales. Donc, questions écrites qui sont soumises au gouvernement et auxquelles le gouvernement doit répondre, doit apporter des réponses. Donc il y a des chiffres, par exemple, concernant la phase législative actuelle, on a relevé presque 16 000 questions posées par les parlementaires, par le Parlement, qui se rapportent à plusieurs départements, tels que le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, etc., mais aussi les autres départements ministériels. Donc, aussi, le contrôle peut prendre la forme d'actions ponctuelles à travers les commissions parlementaires d'enquête, telles que mentionnées par l'article 67 de la Constitution, telles que la commission d'enquête parlementaire sur la Caisse marocaine de retraite, sur l'Office national marocain du tourisme. Donc, il y a les commissions parlementaires d'enquête qui sont des actions ponctuelles de contrôle. Une séance publique est réservée à la Chambre concernée. Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissions d'enquête. Il y a aussi les missions d'exploration parlementaire, telles que la mission exploratoire temporaire chargée de l'évaluation de la situation de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. Il y a aussi, en matière de contrôle, le refus de confiance, régi par l'article 103 de la Constitution de juillet 2011. Il y a également le vote d'une motion de censure conformément à l'article 105 de la Constitution de juillet 2011. Donc le contrôle peut s'effectuer également à travers l'évaluation des politiques publiques. C'est ce qu'énonce l'article 101 de la Constitution. L'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire de toutes les interventions de l'État dans tous les domaines économiques, sociaux et financiers. Donc le but de cette évaluation est de connaître le niveau de réalisation atteint par rapport aux objectifs préalablement fixés. Alors, le contrôle peut s'effectuer à travers la présentation du bilan d'étape de l'action gouvernementale, donc au niveau du Parlement et au niveau des deux chambres du Parlement. Donc, comme on vient de le dire, durant cette séance, nous avons présenté le système de contrôle de l'exécution des lois de finances. Nous avons dit que ce contrôle peut être un contrôle a priori, qui est effectué par les comptables publics sur les ordonnateurs, contrôle de régularité au niveau des engagements et contrôle de validité au niveau de l'opération de paiement. Il peut être un contrôle a posteriori, réalisé par l'inspection générale des finances et par la Cour des comptes. Le contrôle peut être aussi un contrôle parlementaire à travers les lois de règlement, les questions orales et écrites, les commissions d'enquête, etc. Le but de ce contrôle est de s'assurer de la bonne utilisation des ressources publiques, mais également de se conformer au principe de transparence et de reddition des comptes. Le contrôle n'est pas fait pour le contrôle, mais le contrôle a des objectifs. L'objectif est de fournir aux citoyens des services publics de qualité. La prochaine séance sera centrée sur les caractères principaux des finances publiques marocaines. Merci pour votre aimable attention.